Et j'ai toujours été très exigeante envers moi-même avec clairement un profil perfectionniste. Et en fait, ça a tenu pendant assez longtemps jusqu'à ce que j'ai des enfants. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu un enfant puis deux, le premier enfant a été la marche la plus haute, mais le deuxième est venu se surajouter. Alors même que je voulais des enfants, en fait, je me suis rendu compte j'ai vite atteint mes limites dans à la fois ma gestion de mes émotions, parce que c'est quand même ma gestion de mes émotions, ma gestion de mon énergie, parce que j'ai globalement besoin de pas mal de sommeil. Et alors, avec un enfant puis deux, c'était l'enfer. Le manque de sommeil crée une plus grande sensibilité, une plus grande irritabilité. Et alors même que j'étais très exigeante envers moi-même, évidemment, les injonctions de parentalité, de perfection parentale, je les ai emportées avec moi. Voilà. Et donc, en fait, je croulais sous à la fois le poids de mes émotions, le poids de la fatigue et le poids de toutes les injonctions auxquelles je me soumettais moi-même. Alors, elles ne venaient pas de moi, hein, mais que j'avais internalisées. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça m'a sauté aux yeux, parce que justement, j'étais arrivée au stade de ma vie où j'avais tout ce que j'avais voulu, je l'avais eu. Et en fait, je me disais, et comment ça se fait que je me sens pas plus heureuse, mais plutôt moins ? Comment ça se fait que globalement tout me pèse, que j'arrive à prendre du plaisir dans rien, et que en fait mon fantasme c'est d'aller faire une retraite silencieuse dans un monastère, tu vois. Et en fait, il se trouve, un peu par hasard, j'ai découvert, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts américains, parce que donc, comme j'avais vécu aux États-Unis et que je travaillais beaucoup avec les États-Unis, quand le podcast natif américain s'est développé, moi j'écoutais, enfin je m'y suis mise à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des podcasts de développement personnel et de coaching à l'américaine. Tony Robbins. Alors non, moi c'était, donc il y avait une femme qui s'appelle Jess Lively. Et puis il y avait Brooke Castillo, et c'est dans l'école de Brooke Castillo dans l'école de coaching de Brooke Castillo que je me suis formée. Mais il y avait beaucoup de podcasts d'entretien, de développement personnel, etc. Et en fait, j'ai découvert des notions sur comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent les pensées, etc., qui sont aujourd'hui beaucoup plus largement diffusées. Mais à l'époque, en 2014-2015, personne n'en parlait en France. Voilà, c'était vraiment dans quelques rayons de la Fnac ésotérique. Et en fait, quand j'ai eu ces clés de compréhension de moi-même, j'ai vraiment eu l'impression que le brouillard se levait, et que d'un coup, enfin, je comprenais pourquoi je me sentais comme ça. Et ça a fait une telle différence dans la façon dont je me sentais. C'est-à-dire, j'ai pas changé ma vie à l'extérieur, mais j'ai complètement changé ma vie à l'intérieur, et ça a vraiment tout changé. J'ai commencé à en parler autour de moi. Je me suis rendu compte que ça parlait énormément à des personnes qui traversaient sensiblement les mêmes choses que moi, et que, en une conversation avec des gens, parfois, je sentais que ça faisait un vrai déclic. Les gens m'envoyaient des amis ou des connaissances. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment utile. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et il y a un truc aussi que je trouve difficile, c'est que... Mais tu as l'air de t'être affranchi du regard des autres. Alors, je sais pas, parce que d'un autre côté, tu te définis toi-même comme people pleaser. Je te vois rigoler. Mais de mon point de vue, le fait d'être devenu, tu vois, très vite... Alors, quitter Dauphine, déjà, pour être blogueuse culinaire, alors que tu as un métier d'ingénieur. En plus, tu as fait ça pendant 15 ans, donc tu pourras nous en dire plus un petit peu sur pourquoi tu as fait ça et à quoi ça ressemblait. Mais... Donc, tu as fait ça dans un moment où tout le monde était plutôt, en sortant de Dauphine, je suppose, salarié dans un grand groupe, ou voilà, j'imagine. Et après ça, tu quittes carrément ce monde il y a plus de 8 ans pour te lancer dans le coaching de vie. Métier qui, en France, je pense, pour beaucoup, sonne comme arnaqueur ou comme blogueur, blogueuse, quoi. ouais. C'est-à-dire blogueuse ou coach. Voilà, blogueuse ou coach, voilà. Et encore aujourd'hui, moins bien qu'ingénieur, ça, voilà, c'est sûr. Moins bien qu'ingénieur. Et tu le fais quand même. Donc tu dis que t'es people pleaser. D'un autre côté, je trouve que t'as visiblement à l'aise pour aller contre. Est-ce que t'as eu des remarques ? Est-ce que t'as senti dans le regard des gens, en fait, que le team, mais qu'est-ce qu'elle fout cette meuf ? Elle est complètement perchée ? Ou est-ce que tu vois Alors, il se trouve que en fait, ça, c'est vrai que j'ai pas eu trop cette peur-là. Alors déjà parce que je sentais à l'intérieur de moi que, en fait, c'était pas négociable. C'est-à-dire, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et à chaque fois, c'était aussi parce qu'il y avait une sorte de perte de vitesse, enfin, pas perte de vitesse, mais perte d'intérêt ou de passion pour le chapitre précédent qui m'a donné envie de lancer autre chose. Et qu'en fait, à chaque fois, j'ai été tellement portée par la passion et l'enthousiasme que je ressentais pour mon sujet que
dans les deux cas, donc aussi bien d'ingénieur à autrice culinaire et d'autrice culinaire à coach de vie, en fait, je me disais, alors déjà, je vais mourir à l'intérieur si je le fais pas. Donc ça, c'est la première chose. J'adore cette expression. Je vais mourir à l'intérieur. J'adore. Et d'autre part, dans les deux cas, j'ai quand même conduit les transitions en biseau. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai un peu, tu vois, lancé quelques lignes dans le lac là pour voir si ça prenait. Donc, par exemple, le blog de cuisine, je l'ai lancé alors que j'étais encore ingénieure. Le podcast, je l'ai lancé alors que j'étais encore autrice. L'idée, c'était voilà, de tester un petit peu l'appétence des gens, mon intérêt soutenu ou pas pour mon sujet. Et c'est une fois que j'étais suffisamment en confiance, une fois que j'avais lancé quelques projets qui étaient rémunérateurs, que je me suis dit, OK, on y va. Avec quand même le bagage en termes de connaissances et de compétences pour me dire, au pire, je fais machine arrière. C'est-à-dire, au pire, voilà, quand j'étais ingénieure en informatique, je lâchais mon boulot, c'est pas grave. 6 mois, je retrouvais autre chose. Aujourd'hui, ce serait un petit peu différent parce que voilà, mes connaissances en Java sont moins attractives aujourd'hui. Je ne sais même pas si Java c'est encore attractif d'ailleurs. c'est ça. Mais j'ai des enfants qui codent en Python, donc ils pourront m'apprendre. Mais voilà, à chaque fois, c'était comme j'ai pas tout lâché pour. Non, alors ça, là, tu parles plutôt d'un point de vue presque financier, tu vois, c'est-à-dire ou de ah oui, c'est vrai, t'as raison. Plutôt, moi, je te parlais même du regard des autres, parce que tu vois, je trouve ça difficile. Oui. Moi, par exemple, quand je me suis lancé à faire un podcast, où je me dis, il y a toujours un peu alors que je fais pas un sujet non plus, mais je fais quand même un sujet sur la vulnérabilité du dirigeant. Je me suis dit, voilà, comment les gens vont me regarder, vont se dire, voilà, mais il se prend pour qui celui-là, à faire devenir créateur de contenu. Tu vois, en fait, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question quand même, parce qu'en fait, pour moi, il y a le côté, en fait, si ce que je fais, ça m'intéresse et que ça me fait gagner de l'argent, l'opinion des gens, à la rigueur, pour moi, c'est peut-être, je m'aperçois que c'est une construction que j'ai, c'est que à partir du moment où ça fonctionne, l'opinion des autres est hors sujet. C'est plus si ça fonctionne pas qu'on peut être vulnérable à la possibilité que quelqu'un te dise mais enfin franchement t'es sûr parce que là tu vois qui est-ce qui va payer le loyer, tu vois. Alors que là je veux dire, moi dans mon idée tu mènes ta barque, ça fonctionne, tu sais où tu vas, voilà, les chiens aboient, la caravane passe. Mais écoute, ça je pense que c'est t'as de la chance que ce soit pas une croyance limitante à déconstruire, comme on dit dans le wording, dans les phrasés des coachs. Ouais. C'est une chance. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, je suis sûr parce que je vois beaucoup de dirigeants autour de moi, y compris ceux qui finissent en burn-out en général, c'est ça, qui se sont interdits un paquet de trucs, qui se sont concentrés sur à cause du syndrome du bon élève, c'est-à-dire il faut que je fasse une boîte avec beaucoup de salariés, faire beaucoup de chiffres d'affaires, moi-même m'occuper de la gestion de l'entreprise, travailler beaucoup sur les finances, voir le commercial, alors qu'en fait au fond c'est peut-être des grands créatifs ou c'est seulement des lanceurs de projets mais ils sont certainement pas bons pour les structurer, en tout cas c'est pas du tout leur énergie, tu vois, et qui du coup mettent du temps à bouger. Tu vois, Mathieu Stéphanie que tu as écouté, c'est ça en fait, il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas du tout fait pour lui d'être dirigé une centaine de salariés, il était nul en management, il déteste ça, et en fait c'est le fait de redevenir sur la création qu'il a animé, mais ça a pris du temps quand même de faire ce mouvement. T'as de la chance. Et je pense que la partie qui est aussi une chance, parce que à part mon mari, j'ai rien fait pour le construire, c'est que j'ai des parents, une sœur et un mari qui ont toujours été très soutenants, c'est-à-dire qui ont toujours beaucoup exprimé une forme d'admiration qui parfois est difficile qui a un revers, c'est que du coup il faut soutenir l'admiration, je veux dire, quand tu comptes sur l'admiration des gens, il faut continuer à la mériter, donc il ne faut pas trop se planter, mais voilà, j'ai par exemple une grande sœur qui aujourd'hui, voilà, quoi que je fasse, elle me dit mais c'est génial ce que tu fais, oh là là, je suis trop fière de toi, et ça quand même ça porte, et mon mari aussi, voilà, est mon premier soutien, en plus aux premières loges du 50-50 de la réalité de ces choses-là, et ça c'est vrai que ça s'achète pas, mais ça vaut beaucoup. L'importance de l'entourage, t'en as pas même parlé, t'en as même une formation, je crois. Et justement, toi, de quoi tu es la plus fière sur toutes ces aventures professionnelles ? Écoute, alors je sais pas si c'est ce dont je suis la plus fière ou si c'est ce pourquoi j'ai le plus de gratitude, mais c'est... je sais pas si tu connais l'expression en anglais to be humbled. En fait, c'est une forme de gratitude qui te fait te sentir
humble. Je sais pas comment le traduire exactement en français, mais je vois l'expression en anglais, mais j'ai du mal à la reconnecter à. Oui, en fait, ce qui me rend la plus fière, mais c'est une fierté humble. Voilà, c'est ça. C'est une forme de fierté humble, et on n'a pas vraiment de mot en français, ce qui est intéressant d'ailleurs. Ça s'appelle la fausse modestie en français. Ouais, c'est ça, mais c'est le revers de ça, parce que là, c'est pas faux, c'est sincère. C'est l'expression de personnes qui écoutent mon podcast ou qui sont accompagnées dans nos programmes et qui expriment en fait la façon dont ça a touché leur vie. Et par exemple, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un message qui m'a infiniment touchée, mais vraiment ça m'a fait quelque chose. J'ai un épisode qui s'appelle La lumière reviendra. Et c'est un antidote au coup de blues que j'ai enregistré alors que moi-même je traversais un gros coup de blues, et je m'étais écrit ce que j'aurais besoin de m'entendre dire, et ensuite j'en ai fait un épisode que j'ai enregistré. Et on a reçu il n'y a pas très longtemps un message d'une personne qui disait qu'elle traversait des épisodes dépressifs avec de temps en temps des idées suicidaires, et que cet épisode-là l'avait sauvée plusieurs fois. Et en fait, je me suis dit... tu vois, moi, je suis là, je me souviens, j'ai enregistré cet épisode dans ma chambre avec mon micro et tout. Et en fait, me dire des mots que moi je me suis dit, que j'ai enregistré dans un micro, que j'ai diffusé sur un truc et qui arrive quelque part chez quelqu'un qui écoute cet épisode plusieurs fois et qui est encore en vie aujourd'hui parce que cet épisode-là il existe. Alors si c'était pas ça, peut-être ce serait autre chose, mais et sans aller jusque cet exemple qui est vraiment touchant pour moi, c'est le nombre de personnes qui m'arrêtent dans la rue, qui m'envoient un message, et qui me disent ça m'a énormément aidé. En fait, je me dis je peux mourir aujourd'hui. Je me dis au moins ma présence sur la Terre a eu un impact positif sur la vie d'un certain nombre de personnes. Et en fait, pour moi, il n'y a pas plus. C'est ça le sens de ce que je fais. C'est fort et c'est très touchant. Et je pense que c'est là qu'on reconnaît la sincérité de l'intention, parce que David Laroche m'avait fait la même réponse quand je lui avais demandé. Tu vois, il m'a fait la même réponse. Il m'a dit, franchement, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est les messages des gens qui ont participé à mes webinaires, à mes séminaires, et qui ont bouleversé leur vie, ou qui sont remis d'un deuil, sont remis un gros échec professionnel. Et il m'a dit, c'est ça qui touche le plus. Et en fait, je crois que ce qui est vraiment... ce qui justement est ce truc humble, c'est qu'en fait, quand je le fais, j'ai pas l'impression de faire un truc... Je me dis pas, tiens, je vais sauver la vie des gens aujourd'hui. J'essaye de faire quelque chose qui soit... en fait, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est petit, parce qu'en fait, c'est un empilement de petits cailloux, ce que je fais. Et finalement, ce qui me rend fière, c'est de temps en temps alors, faut pas que je me recule trop du micro, mais de faire quelques pas de recul et de voir qu'en fait, l'empilement de ces petits cailloux sur les 8 dernières années, en fait, ça a construit quelque chose qui est utile aux gens, qui vit même quand je ne suis pas activement en train de... avoir construit quelque chose. 40 millions de personnes qui ont écouté Alors, c'est 40 millions d'écoutes, donc il y en a qui écoutent plusieurs, donc, tu as raison, plusieurs épisodes. Mais même, ça fera quand même plusieurs millions. Ouais. C'est énorme, tu vois, comme c'est énorme, 1 million, Larmina, comme tu sais, c'est 117, mais c'est incroyable de te dire que tu as touché autant de gens, tu vois, et que même et puis les milliers de personnes que vous avez accompagnées, c'est sûr que non, mais c'est incroyable. Et à l'inverse, parce que j'aime bien poser cette question aussi, de quoi tu es la moins fière? Alors, c'est pas vraiment qu'il y a quelque chose dont je sois pas fière ou honteuse, mais en fait, parce que j'ai un regard perfectionniste sur tout ce que je fais, je ne peux pas m'empêcher de voir l'imperfection, c'est-à-dire le gap entre la version idéale de ce que je voulais faire et ce que j'arrive à faire, parce que je suis un humain avec des limites, et voilà. Et donc voilà, c'est pas que j'en sois pas fière, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à... Je ne suis pas quelqu'un qui vit perpétuellement sur cette espèce de nuage de fierté. C'est parce que j'ai conscience qu'il y a des choses que j'aimerais qu'on fasse mieux, qu'on pousse plus loin, qu'on soit toujours au plus juste, plus dans l'essence, et c'est notamment pour ça que je veux continuer. C'est parce que je pense que chaque mois, chaque année, on est dans quelque chose de plus essentiel. Au lieu de faire plus, on essaye de faire moins, mais plus juste. Plus juste.
Et tu arrives à naviguer en tout cas à t'équilibrer entre la satisfaction et l'exigence. C'est un problème de beaucoup de dirigeants d'entreprise aussi, je trouve. Tu vois, il y en a tellement qui sont... Ou des fois à qui je demande mais de quoi tu vas faire et qui n'arrivent pas à me répondre. Qui me disent non mais moi je suis jamais fier, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez, que c'est pas assez bien, que c'est pas suffisant. En fait, moi ce que j'essaye de faire plutôt c'est d'être dans une forme de paix avec cette disposition d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait je me dis par essence, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un idéal et qui poursuit un idéal. Et à partir du moment où tu poursuis un idéal, il est par définition inatteignable. Et donc, en fait, il faut être en paix avec le fait que la ligne d'horizon ne cesse de reculer. Mais je pense aussi que c'est cette insatisfaction qui est motrice. Donc, en fait, il ne faut pas se martyriser. Voilà, il faut arriver à la dompter pour pas qu'elle nous pousse justement à une forme d'épuisement. Mais c'est l'insatisfaction qui fait qu'on ne se repose pas sur nos lauriers et qu'on ne laisse pas le truc pépère en rythme de croisière. Ouais, mais c'est important d'arriver à faire les deux, je trouve. Parce que savoir tu te fais de temps en temps des petites sessions où tu te dis autocongratulation que tu sois toute seule ou avec ton équipe, tu vois. C'est mon mari qui me dit, là, l'autre jour, on discutait et puis il me dit, mais t'as eu quand même beaucoup de wins en ce moment. Et je me dis, écoute, ouais, c'est vrai, merci de me le dire parce que c'était pas du tout là-dessus que j'avais porté mon attention. Bien sûr. Donc ouais, je pense que c'est l'entourage et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de cultiver plus pour l'équipe, justement. Mais fondamentalement, tu sais, c'est un pli qui est pas vraiment mon pli naturel, quoi. Ouais, je comprends. C'est comme les chariots, tu sais, qui dévient à gauche là, à l'hypermarché. Oui, tu as tendance à dévier vers l'insatisfaction et il faut que de temps en temps que tu te remettes sur la voie de le truc, mais naturellement, le chariot est dévié. C'est Naval Ravikant qui dit il faut pas... en tout cas, le secret du bonheur, c'est de supprimer ses désirs. Quoi. Enfin, Naval Ravikant, c'est les stoïques qui disent ça aussi beaucoup, tu vois. Et on est autant heureux à ne pas désirer quelque chose qu'on n'a pas qu'à obtenir durement quelque chose qu'on a désiré, quoi, quelque part, tu vois.